Bonjour, bienvenue, bon réveil à vous dans la matinale week-end. En ce dimanche 30 janvier, on est ensemble pour 3 heures d'infos et de débats en direct. À 10 heures, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk recevra Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, eurodéputé LR et membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Mais tout de suite, pour m'accompagner dans cette première heure, j'accueille Caroline Pilastre, chroniqueuse à Sud Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Nous évoquerons ensemble la levée partielle mercredi des restrictions sanitaires et nous serons aussi par Skype avec le professeur Philippe Amouyel. Mais d'abord, le point météo de ce dimanche avec peut-être de bonnes surprises que va nous annoncer Claire Delorme. Bonjour à tous. En effet, une amélioration temporaire dans le nord, mais de la grisaille de manière générale. C'est le programme du jour. Donc quand je parle d'amélioration, ça se traduit surtout par de belles éclaircies qui vont quand même pouvoir se développer en matinée vers le bassin parisien, Picardie, en remontant vers l'Hauts-de-France. Ça reste quand même très nuageux dans la majorité. Et puis, associé à cette grisaille, un peu d'humidité résiduelle de manière très locale, en allant donc de la Vendée, Bretagne, région centrale, vers l'est du pays. Attention non seulement au brouillard, mais aussi à quelques petits flocons qui pourraient encore se produire en direction des Vosges. Évidemment, ça reste encore très gris en direction du sud-est avec de nombreux brouillards. Par contre, le soleil, quant à lui, se maintient en Méditerranée, mais au prix du vent qui va souffler fort, 90 km/h. Il va se renforcer dans le courant de l'après-midi. Et puis après la dissipation tenace de ces brouillards, ça restera quand même un ciel bien couvert sur la plupart des régions. Donc on doit vous dire que certains habitants ne verront pas beaucoup le soleil aujourd'hui, si ce n'est quand même en direction de Paris, où là on aura quand même un très beau soleil en effet. Pour les températures, des gelées qui restent encore marquées à l'intérieur des terres jusqu'à moins 4 degrés en direction d'Aurillac, mais déjà 11 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Vous allez voir que dans l'après-midi, on va prendre quelques degrés de plus par rapport à la veille. On a cette aire océanique qui nous fait prendre quelques degrés, donc 6 degrés, la minimale, tout au plus en direction de Dijon ou de Besançon, tout comme en direction de Toulouse, mais 18 degrés s'il vous plaît, à l'aube du mois de février, là encore pour le pourtour méditerranéen. Les titres de ce dimanche, après la polémique, les menaces suite à la diffusion d'un reportage sur l'islamisme radical dans Zone Interdite. L'animatrice Ophélie Meunier et un témoin sont désormais sous protection policière. Vous entendrez cet habitant de Roubaix qui a reçu des menaces de mort. Qui sera le candidat choisi par la primaire populaire à gauche? Réponse vers 18h, 18h30 aujourd'hui. Après 4 jours de vote par plus de 450 000 inscrits, les votants vont départager 7 candidats, dont 3 qui ont déjà dit qu'ils ne tiendraient pas compte de ces résultats. Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous allez peut-être pouvoir souffler un peu. Dès mercredi, les restrictions sanitaires s'allègent. Fin des masques en extérieur, fin de l'obligation de télétravail et fin des jauges dans les salles. Il était temps, direz-vous. Oui, mais est-ce trop tôt compte tenu du nombre de contaminations? Nous poserons la question à Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. À tout à l'heure, professeur. Une semaine donc après la diffusion d'un reportage sur l'islamisme radical dans Zone Interdite, l'animatrice Ophélie Meunier et un habitant de Roubaix, Amine El-Bailly, ont été placés sous protection policière. Ils ont reçu de nombreuses menaces. Dans ce reportage, on voit notamment une boutique de poupées sans visage, version ultra radicale, qui interdit la représentation des humains. La polémique a enflé toute la semaine, a fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur. Amine El-Bailly, cet habitant de Roubaix, avait déjà alerté la préfecture du Nord en 2020 sur les pratiques d'une association qui était suspectée de donner des cours coraniques sous couvert de soutien scolaire. Voici sa réaction pour CNews face aux menaces qu'il a reçues. J'ai reçu un certain nombre de messages extrêmement violents, des messages qui appelaient à m'égorger, à me décapiter. Mon propre numéro de téléphone personnel a été relayé sur les réseaux sociaux et j'ai fait l'objet de plus de 200 à 300 appels en inconnu, en privé, sur mon téléphone portable. Et donc, on a essayé par des appels malveillants, par des insultes, par des menaces de mort, de me faire taire. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur et je continuerai à prendre la parole, je continuerai mon engagement et je pense que c'est le meilleur message qu'on peut envoyer à tous ces islamistes qui essayent aujourd'hui de nous faire taire. Et je précise que ce juriste a déposé plainte pour menace de mort, provocation à la haine, menace de violence physique ou encore injure à caractère racial. Et pourtant, malgré ces menaces, il continue de dénoncer l'islam radical. Caroline Pilastre, c'est courageux.
C'est très courageux, d'autant que l'histoire familiale de ce monsieur est inquiétante et je pense que c'est pour ça que c'est autant un combat pour lui, c'est son leitmotiv, puisque sa sœur est partie en Syrie et il avait déjà commencé à dénoncer le radicalisme de sa sœur à l'époque. En 2014, elle était partie, elle est toujours détenue là-bas d'ailleurs. Tout à fait, de la municipalité de Roubaix. Roubaix où le maire LR est mise en cause pour avoir donné des subventions publiques à cette association qui, sous couvert d'association, était, comme on le disait dans le reportage, en fait un genre d'apprentissage coranique auprès des jeunes. Donc c'est du prosélytisme. Mais bien évidemment que c'est très inquiétant. Et le fond du problème, c'est vraiment le clientélisme, parce qu'on parle d'islamo-gauchisme, qui est une réalité dans ces quartiers comme dans beaucoup d'autres, puisque l'islamisme radical est une gangrène dans notre pays, mais internationalement. On en voit les effets, malheureusement, dévastateurs. Ce maire est de droite, comme je le disais, et maintenant il y a un nouveau terme qui s'appelle l'islamo-droitisme pour justement mettre en exergue ce genre de procédé, opportunisme électoraliste. Et il faut vraiment arriver à mettre fin à tout ça. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a un problème avec la laïcité, qu'on sort du cadre de nos valeurs républicaines, il faut tout de suite le dénoncer. Il ne faut pas laisser traîner sous couvert de stigmatisation, de discrimination. Non, désolé, il n'y a pas un problème avec la majorité des musulmans en France. Il y a un problème avec l'islam radical. Il faut bien faire le distinguo, mais il y a un moment donné, cette question doit être prise en considération réellement et il faut arrêter de se mettre des œillères. William Théo, on se met des œillères? Encore? De moins en moins, il y a quand même un sursaut, il y a quand même un réveil dans la mesure où il y a de plus en plus d'élus qui prennent ce combat qui est... À bras-le-corps. Oui, à bras-le-corps, et qui est le grand défi en fait de la France, parce que c'est ce qu'avait dit Gérard Collomb lorsqu'il avait quitté le ministère de l'Intérieur. Il avait dit aujourd'hui nous vivons côte à côte, mais bientôt nous vivrons face à face. En fait, ce qui se passe avec l'islam radical, c'est qu'aujourd'hui nous avons là, ce qu'avait dit Samuel Huntington, ce qu'il avait théorisé, le choc des civilisations au niveau international entre les différentes cultures occidentales et la culture orientale, notamment du Moyen-Orient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que désormais, avec les flux migratoires et la mondialisation, cette guerre de civilisation, nous l'avons sur le propre territoire français, parce que ça concerne Roubaix, mais il n'y a pas que le cas de Roubaix en France. Il y a quasiment toutes les banlieues de toutes les métropoles mondialisées, c'est-à-dire Lille, Lyon, Paris, et toutes ces métropoles-là, en fait, sont soumises à une minorité agissante qui est très active et en fait qui a réussi à mettre la pression sur les élus locaux, dans la mesure où nous avons décentralisé une partie de nos compétences et que les élus locaux sont dépendants de ces personnes-là pour notamment gagner leurs élections. En fait, ils sont soumis à une certaine pression qui les oblige à ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Premier point, c'est comment on fait pour combattre ces accommodements raisonnables. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur révoque les maires qui s'adonnent à ce type de pratique? Deuxième point, le véritable problème, c'est que de plus en plus de personnes qui combattent l'islamisme sont menacées. Et bientôt... On en a la triste illustration. Et moi, j'exclus pas qu'il y ait plus de personnes en France qui soient mises sous protection policière que d'islamistes en prison. Et c'est un véritable problème, dans la mesure où on inverse complètement la logique. Comment est-il possible dans une démocratie que des personnes qui dénoncent l'islamisme, un combat pour la liberté d'expression, se fassent menacer et qu'il y ait moins d'islamistes en prison? Donc, deuxième point, c'est comment on fait pour lutter contre les islamistes radicaux. Ces points-là, il faut les expulser, mais est-ce qu'il y a une volonté politique pour les expulser, dans la mesure où c'est un combat difficile et donc du coup le ministère de l'Intérieur... Et dont certains ont la nationalité française. Non, la nationalité française, mais dans ce cas-là, vous avez plusieurs remèdes. Il y a un article dans le code pénal qui prévoit que lorsqu'on s'adonne à des intelligences avec l'ennemi, on peut soit se faire retirer la nationalité, soit se faire déclarer comme ennemi de la France. C'est une possibilité. Et enfin, troisième point, c'est ce que je vois, ça demande un sursaut collectif, et ça veut dire qu'il faut que chaque parti fasse le nettoyage dans ses propres écuries pour éliminer les élus politiques qui s'adonnent à ce type de pratique. Non mais là je vous rejoins, c'est qu'il faut vraiment une volonté politique. Et en fait c'est ça qui pêche depuis tant d'années, puisque c'est vraiment une question de clientélisme. Là on ne fait pas le distinguo entre la gauche et la droite. Ils sont tous responsables depuis des années. Cette montée de l'islamisme, ils l'ont laissé faire. Je suis désolée, en fermant les yeux. Alors on le sait, il y a des reportages. Quand on pense, et c'est la moralité inversée, c'est ce que je définis comme tel, que les personnes qui dénoncent ces faits, qui veulent simplement vivre en bonne intelligence, on n'est pas en train de monter les communautés les unes contre les autres. On est simplement en train de dire que dans ce pays, il y a des phénomènes très inquiétants concernant cet islamisme qui peuvent mener à des Samuel Paty, pardonnez-moi, au 11 septembre, etc. On a plein d'exemples, le Bataclan et compagnie. Malheureusement, des tragédies. Mais quand on le dénonce, on passe auprès de certains, et on sait que c'est surtout à la gauche de la gauche, essentiellement que ce phénomène existe, pour des racistes, pour des fachos. Navré de le dire, moi je n'ai pas de langue de bois et j'aime véritablement qu'on pose des mots sur les mots MAUX. Mais c'est de plus en plus le cas, c'est ce qu'on disait avec Oui, mais William qu'est-ce qu'on fait après ça? Alors très bien, on dénonce. Il y a un reportage que j'ai vu, que j'ai trouvé intéressant, comme c'est un sujet qui m'importe, je n'ai pas appris grand-chose, mais quand on pense que ce monsieur, ainsi qu'Ophélie Meunier, qui est une journaliste, qui a juste fait son travail en voulant
montrer ce qui se passait dans une région de France, se fait menacer de mort et sous protection. Est-ce que c'est bien normal d'accepter ça? Et ce ne sont pas les seuls. Ça veut dire que dès qu'on est dans la dénonciation de faits qui sont réels, on prend des risques pour nos vies et celles de nos familles. C'est quand même hallucinant, permettez-moi d'être trivial, mais c'est la vérité. Donc que font les élus pour ça? Je parle du gouvernement, de la majorité. Que font-ils une fois qu'on a dit « Ah bah oui, écoutez, ça ne va pas, il y a un problème en France comme dans le reste du monde ». Où sont les vraies actions? Moi, c'est ce que j'attends. William T. Ce qui s'est passé depuis 40 ans, en fait, c'est que le pouvoir politique a laissé, pour des raisons d'accommodement et en disant qu'ils ne voulaient pas affronter certains sujets, ils ont laissé en fait la logique s'inverser à tous les niveaux. Premier point, désormais, c'est plus la majorité, le peuple français qui décide, c'est-à-dire qu'on s'accommode face à des minorités agissantes. Ça concerne l'islamisme, mais il y a d'autres minorités qui sont très agissantes et qui ont beaucoup de pouvoir au sein de la République française. Deuxième point, c'est qu'on a inversé la logique. Avant, ce qui était puissant, c'était l'État central. Mais maintenant, dans les partis politiques, désormais, notamment le Parti socialiste et les Républicains, ce sont les élus locaux qui ont le pouvoir. Et donc, du coup, les partis nationaux ne veulent pas sanctionner leurs élus locaux parce qu'ils sont dépendants d'eux, notamment pour les contributions et leur financement de partis politiques. Après, troisième point, c'est qu'avant, c'était une fierté de se battre pour la France et pour l'idéal français. Désormais, maintenant, la logique est totalement inversée avec la bien-pensance, avec mai 68. C'est-à-dire que désormais, ceux qui défendent, ceux qui attaquent la France sont désormais valorisés, notamment par certains services publics. C'est le troisième point, et notamment par l'administration publique qui a peur d'affronter pour des logiques de carrière. En fait, quatrième point, c'est le truc le plus intéressant, c'est que désormais, au lieu d'avoir un intérêt collectif et ce qui était primé, c'est-à-dire que quelqu'un était valorisé, c'était notamment le cas dans la résistance, c'est-à-dire que vous vous battiez pour un idéal, vous étiez valorisé dans votre carrière. Et maintenant, ce qui compte, c'est qu'avec l'individualisme, les gens se battent pour leur propre carrière, n'acceptent pas de faire des sacrifices personnels, hormis des personnes qui sont très courageuses comme Ophélie Meunier et Amine, le juriste qui a dénoncé, qui a fait ce témoignage à Roubaix. Et ces personnes-là sont désormais minoritaires en France et des personnes agissent pour leur carrière. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier leurs idéaux et leurs principes en vue de leur carrière et en vue de soumettre des accommodements qui sont raisonnables. Et ces points-là, c'est une véritable logique en fait. C'est comment on fait pour inverser cette logique-là et comment inverser notre système de valeurs. Et je pense que ça démontre que notre Occident va mal et que notre démocratie va mal. Pour clore ce chapitre, je précise que le ministre de l'Intérieur annonce sur Twitter avoir donné instruction qu'à chaque fois qu'un journaliste fait l'objet de menaces caractérisées, il bénéficie d'une protection policière. Donc c'est le cas d'Ophélie Meunier. Nous trouverons les auteurs de ces menaces. Fin de citation. On en vient à ce déplacement très, très mouvementé hier pour Jean Castex à Grenoble et Échirolles. Le Premier ministre a été pris à partie par les habitants des quartiers prioritaires des Essarts et de la Villeneuve, des habitants se plaignant de bâtiments dégradés et de la fermeture des commerces de proximité. Écoutez. Un Premier ministre de la République traité d'assassin, de honte de la République. Caroline Pilastre. Écoutez, c'est malheureux. Je trouve qu'on est dans une société qui devient de plus en plus folle au niveau de la violence verbale, de la violence physique. Moi, je ne cautionne absolument pas ni l'un ni l'autre. Que voulez-vous que je vous dise? Malheureusement, et je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit, vraiment, le gouvernement n'a fait que mettre de l'huile sur le feu avec les propos de M. Macron, qui n'ont fait que cliver un peu plus ces soi-disant sous-citoyens irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner, qui l'emmerdaient. Ça n'était pas intelligent pour moi d'utiliser ce genre de langage. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment sur le même sujet. Oui, mais je pense réellement que c'est aussi une manière de protester contre ces propos. Maintenant, on ne pourra jamais, de toute manière, empêcher les gens d'être violents. Il y a c'est pas la première fois qu'on entend ça, évidemment, et ça existe depuis des années. Je suis d'accord avec vous. Et on est en campagne présidentielle. Mais moi, je vous parle de cette campagne qui est violente, on sait, qui est assez délétère. Avec William, on en parlait tout à l'heure en off. C'est vrai que moi, je ne la trouve pas intéressante, parce qu'il n'y a pas de débat de fond. À l'arrivée, on en vient uniquement aux invectives et aux insultes. Et je vous le dis, je ne suis pas en train de donner raison aux uns et aux autres. Je trouve ça détestable, ce climat. Et quant à ce qui se passe au niveau des élus, il faut quand même rappeler que beaucoup ont été menacés de mort, une fois de plus, ont été insultés. C'est la majorité d'entre eux qui, depuis le début de la Covid, vivent ce genre de choses. Alors, ça n'est pas bien.
J'enfonce des portes ouvertes, mais je ne pense pas qu'en attisant un peu plus la haine auprès de ce public qui attendait peut-être de la modération, peut-être que je suis naïve, ça n'aurait rien changé à leur attitude, mais je pense que ça n'a pas été intelligent de la part du gouvernement d'agir comme ça ces dernières semaines, parce que ça n'a fait que fracturer un peu plus le pays entre les vaccinés et les non-vaccinés. La veille de cette visite, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, avait critiqué ce déplacement lui-même. Il avait dit c'est une brochette de ministres qui viennent faire une réunion qu'ils pourraient faire à Paris. Ils prennent les villes de France pour un zoo. C'est un peu dur et je ne pense pas qu'Éric Piolle ce soit le plus à même à amener des critiques sur le gouvernement dans la mesure où il ne s'est pas porté garant de certains principes républicains. Mais sur la question du déplacement, le premier point, c'est qu'en fait, dans l'Occident, ce qui est marqué notamment dans les rapports que fait la CIA tous les 10 ans au président américain, il dénonce deux phénomènes qui frappent toute la société occidentale. Il y a une polarité et une radicalisation de la société, dans la mesure où des flux des personnes sont de plus en plus tendues. Ce phénomène-là est accentué par deux phénomènes. Un, c'est la question du confinement qui a conduit les personnes à se replier sur elles-mêmes et donc du coup à se radicaliser et à se polariser davantage. Et enfin, deuxième élément, c'est l'attitude du gouvernement. Dans la mesure où en fait les citoyens n'ont pas un espace démocratique pour pouvoir s'exprimer, que l'Assemblée nationale est prise en otage, que le gouvernement décide tout seul depuis 2 ans dans un conseil de défense et qu'il n'y a pas de voix d'expression. Quand on est un citoyen ordinaire, quelle méthode d'expression on a? On a les réseaux sociaux, donc du coup, cette radicalité se transpose sur les réseaux sociaux. Et deuxième point, c'est quand un ministre se déplace en province ou dans une mairie. Mais ce point-là était déjà marqué, et on l'avait oublié, notamment avec la crise sanitaire, c'était ce qui s'était passé lors des Gilets jaunes. Lorsque le président de la République avait dit, s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Des personnes après, il avait organisé les fameuses réunions publiques et les débats. Oui, mais ces réunions publiques ne rencontrent pas les personnes en fait, qui veulent s'exprimer. Ça rencontre une certaine catégorie sociale qui sont globalement les électeurs de la République En Marche, c'est-à-dire retraités, CSP+, etc. Mais le peuple classique, c'est-à-dire catégorie intermédiaire avec la catégorie populaire, qui a subi une perte de pouvoir d'achat depuis une 40aine d'années, qui voit son niveau de vie s'affaisser. Ceux-là, quelle méthode d'expression ils ont dans la mesure où le modèle démocratique français est limité par le président de la République lui-même? Il y aura un mode d'expression, malgré tout, dans 70 jours, avec le premier tour de l'élection présidentielle et le vote, évidemment. La campagne, justement, la gauche attend les résultats de cette fameuse primaire populaire ce soir à 18h30. Depuis jeudi, ils sont plus de 450 000 à voter pour désigner le candidat le plus à même, je cite, de faire gagner l'écologie et la justice sociale. Une initiative inédite que nous raconte Alexis Vallée. C'est une initiative démocratique clivante. Depuis 1 an, ces militants tentent de s'imposer dans le débat présidentiel pour forcer l'union des gauches. À partir du moment où ils vont comprendre qu'on n'est pas là pour aller contre eux, mais qu'on est là pour les aider à gagner, et ça ils s'en rendront compte une fois qu'on aura désigné une personne et qu'on dira bah voilà on y va ensemble, je pense que les choses s'apaiseront. Mais c'est vrai que notre initiative perturbe les agendas des uns, des unes et des autres. Ils sont 7 candidats désignés démocratiquement pour faire gagner la gauche. Anna Gueb-Porterie, issue de la société civile, la socialiste Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick Jadot, l'eurodéputé Pierre Larouturou, la militante Charlotte Marchandise, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'ancienne ministre Christiane Taubira. 3 d'entre eux ont refusé d'y participer, mais leur candidature est quand même maintenue. D'autres, comme le communiste Fabien Roussel, n'ont pas été retenus. Nous en avons été un peu surpris, mais une fois de plus, nous ne sommes pas traumatisés par ça. Pour nous, le sujet, ça n'est pas de s'adresser uniquement aux électeurs de la primaire, parce que la réalité, c'est que la gauche, aujourd'hui, c'est 1 électeur sur 4. La primaire, elle s'adresse uniquement à un périmètre d'électeurs de gauche déjà très défini. Pour réaliser ce vote, la primaire populaire a levé près d'1,5 million d'euros de dons. L'annonce des résultats est prévue à 18h30. Finalement, c'est Christiane Taubira, William T, qui cristallise un peu les regards. Si elle gagne, ça n'aura servi à rien parce qu'elle est toujours candidate. Si elle perd, en revanche, une candidature de moins. Je résume un peu caricaturalement. Sur la primaire. On peut se dire que si Christiane Taubira gagne, ça peut lui donner un élan et un semblant de légitimité démocratique pour pouvoir imposer sa candidature à gauche, notamment face à Anne Hidalgo et face à Yannick Jadot, dans la mesure où elle la touche dans les sondages. Et donc, du coup, les autres électeurs d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot pourraient se replier sur elle en se disant que c'est la personne la plus à même à porter les idées de gauche, dans la mesure où elle a été légitimée par un scrutin. Mais la difficulté de cette primaire par rapport à toutes les autres primaires, c'est que normalement, la primaire doit désigner une personne, mais avec un projet politique. Et comme il n'y a pas eu de débat sur les projets politiques de ce que proposent les candidats de gauche, en fait, on ne sait
c'est pas ce que pense Christiane Taubira sur les différents sujets, et notamment sa vision de la France pour l'après-crise et pour le monde d'après-Covid. En fait, par rapport à tous les idéaux de gauche, et c'est pour ça que la gauche est aussi bas, c'est qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de l'égalité alors qu'aujourd'hui elle pratique la discrimination positive. Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de la laïcité alors qu'on a parlé du cas de Roubaix et que la question de la défense du modèle républicain par rapport à l'islamisme. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à l'égalité des chances? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à l'Europe? En fait, c'est sur tous ces sujets-là que la gauche doit pouvoir s'exprimer si elle veut remonter dans les sondages et proposer une nouvelle vision d'avenir. C'est pas en faisant des tambouilles politiques, en désignant un candidat. C'est la première fois que dans un scrutin, on fait un scrutin auquel 3 personnes sont soumises au vote, auquel ils ne veulent même pas être candidats. C'est quand même assez inédit, mais bon, ça démontre à quel point la gauche est tombée bas dans ce pays. On ne peut pas s'attendre, Caroline Pilastre, à une clarification de l'offre politique à gauche avec cette primaire? Je ne pense pas, malheureusement, parce qu'une fois de plus en politique, c'est une question d'ego surdimensionné. Et M. Jadot, qui a tout axé lors de cette campagne, évidemment, sur le climat, la justice sociale, alors il a fait des constats qui, sur certains points, ne sont pas très réalistes. Il a développé son programme hier. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai bien retenu aussi le no more blabla, donc en traduction, assez de blabla sur la question environnementale. Donc là-dessus, c'était intéressant. Mais par exemple, ils veulent construire 700 000 logements sociaux annuellement. Évidemment, ils ne veulent plus de voitures parce que c'est quand même le point qui fâche au niveau de l'écologie. Donc moi, je veux bien qu'on propose des choses, mais il faut aussi qu'il y ait des alternatives parce que ce qu'ils disent n'est pas stupide, mais il faut que ce soit réaliste et très concret pour la majorité du quotidien des Français. Et chiffré. Et chiffré, bien évidemment. Alors, il parle de 10 milliards aussi au niveau de la transition écolo annuellement. Donc, très bien. Mais comment on fait pour financer tout ça? Et pour en revenir à la gauche, oui, elle est fracturée, elle est dévoyée pour moi depuis un moment. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui est quand même dommageable pour un grand parti. Initialement, on a besoin des oppositions. Dans une démocratie, toutes les oppositions sont saines. Mais c'est vrai que sur la question du wokisme, je vous rejoins, William. Je trouve ça assez effrayant parce qu'on a l'impression, une fois de plus, que c'est entre leurs opinions personnelles et en même temps une question d'électoralisme. On ne sait pas où ils veulent en venir, à part se déchirer et faire peut-être 9 à 10% lors de cette campagne, enfin à la finalité. Alors peut-être que Mme Taubira sera la mieux placée dans les sondages. C'est sûr que Mme Hidalgo, avec ce 3%, je n'y crois pas beaucoup. Vont-ils faire l'union de la gauche? Monsieur Jadot a dit que il était bien placé, évidemment, s'il sortait vainqueur, eh bien, welcome aux autres, mais qui ne se rallieront pas pour autant. William T, on n'y croit pas beaucoup. Oui, sur la méthode d'imposer à des candidats de participer à un vote démocratique. Ben en fait ce qui se passe, c'est qu'une partie, et c'est tout à fait louable, des personnes veulent l'union pour permettre à la gauche éventuellement de se qualifier au second tour, dans la mesure où le seuil de qualification au second tour est assez bas. Mais ce qui se joue, et c'est pour ça que le débat démocratique est dévoyé pour 2022, c'est que la gauche, en fait, ne veut pas gagner l'élection présidentielle. En fait, c'est un jeu d'appareil entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts pour préparer l'après 2022. Ils considèrent que 2022 est complètement perdu et qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Et donc, du coup, l'objectif pour chacun d'entre eux, c'est d'arriver comme première force politique, c'est un grand objectif. Et de survivre à cette élection présidentielle. Et de survivre à l'élection présidentielle, en fait, pour arriver première gauche et pour première force politique, pour construire autour d'elle et pour imposer, en fait, les idées par rapport aux autres. C'est ça tout l'objectif. Et c'est pour ça que les électeurs de gauche, et je pense que c'est pour ça que l'initiative est plutôt bienvenue, dans la mesure où c'est des personnes qui essaient de pousser une tentative de gauche pour permettre une union. Oui, ça part d'un bon principe. Un bon principe. La difficulté, c'est par rapport à la méthode. En fait, ils font face à des égos surdimensionnés et des personnes qui ne veulent pas sacrifier leur carrière politique. Comme un vent de liberté en perspective, mercredi, une partie des restrictions sera levée en France. Concrètement, fin du masque en extérieur, fin de l'obligation du télétravail, plus de jauge dans les stades ou les salles de spectacle où le public est assis. Sur le front de la pandémie, on en est quand même à 350 000 nouveaux cas par jour en moyenne cette semaine. Ça reste élevé, mais ça ne progresse plus. On en parle avec Philippe Amouyel. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, président de la Fondation Alzheimer. On assiste un petit peu partout en Europe et donc aussi en France, soit une levée totale des restrictions, soit une levée partielle comme chez nous, alors que le virus circule toujours énormément. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Alors, je crois que quand on dit le virus circule toujours énormément, je crois qu'il va continuer à circuler probablement à bas bruit avec le temps. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment les hospitalisations et les réanimations. En hospitalisation, on voit une augmentation, en réanimation, on voit une diminution. Et aujourd'hui, on commence à voir diminuer le nombre des cas d'infection. Donc, on libère quelques mesures le 2 février. Alors, ces mesures, il faut voir ce qu'elles sont. Hein. Le port du masque en extérieur, de toute façon, ça n'a jamais été un rempart contre la transmission du Covid parce que ce n'est pas là qu'il va se transmettre. Les jauges, on va être maintenant sous passe vaccinal. Donc, le risque qu'on avait d'avoir des gens non vaccinés
avec des gens vaccinés et une circulation du virus dans un lieu clos va diminuer, donc moins de formes graves, moins d'impact sur les différents services de réanimation en particulier. Donc voilà, des mesures qui restent quand même à peu près raisonnables dans ce contexte. Donc le calendrier mis en place par le gouvernement est bon selon vous ? Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, mais il a une certaine logique, c'est-à-dire qu'on élimine un certain nombre de mesures à un moment où la courbe commence à diminuer, dont l'impact reste quand même limité sur la circulation. Quand on dit on laisse circuler le virus ou on ne laisse pas circuler le virus, c'est le virus qui mène le jeu actuellement, et on ne le contrôle pas réellement. Donc l'idée, c'est de voir le contrôle qu'on peut avoir sur les réanimations, et ça va passer par la vaccination, et ça va passer en effet par ce pass vaccinal. Alors pour la suite, il y a schématiquement deux camps. D'un côté, ceux qui appellent à plus de prudence à cause de la versatilité justement du virus, et puis d'autres qui disent bon, cette pandémie, elle est en train de devenir endémique, ça veut dire qu'on va pouvoir prévoir ce qui va se passer, un petit peu comme c'est le cas pour la grippe. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste entre ces deux positions ? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la population française s'immunise en quelque sorte. Alors, elle s'immunise soit volontairement avec la vaccination, soit involontairement par l'infection. Et la très grande transmissibilité de ce variant Omicron, et probablement de ses petits frères qui devraient arriver, qui sont peut-être déjà sur le territoire français, avec un risque qui semble diminuer grâce à la vaccination à une moindre virulence de ce variant, devrait permettre finalement d'acquérir des couches d'immunité qui vont faire que les virus et nouveaux variants auront de plus en plus de mal à pénétrer dans la population, et finalement que cette épidémie va passer sous une forme dite endémique. Alors peut-être pas tout de suite, va peut-être falloir attendre quand même probablement l'été ou après, et qu'on va mieux comprendre comment, par la vaccination, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas quel est le schéma vaccinal. Est-ce qu'il faut 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses? On ne le connaît pas parce qu'on n'a pas assez de recul, mais on devrait avoir cette réponse au moment de l'été et peut-être passer dans un rythme de type grippe saisonnière. Donc vous seriez plutôt dans le camp des optimistes, si je traduis bien. Je suis toujours dans le camp des optimistes, ça c'est un point certain. En revanche, là, l'optimisme est pondéré. Alors, il faut garder... On a les yeux rivés sur les contaminations, il faut avoir les yeux rivés sur les réanimations et les hospitalisations. C'est ça l'indicateur. Les contaminations, elles ne sont que ce qu'on veut bien donner, c'est-à-dire les gens qui veulent bien se tester. Il faut savoir que le niveau, et je ne veux pas vous effrayer là-dessus, mais le niveau de circulation doit être bien plus élevé que ce qu'on observe réellement grâce aux tests. Oui, parce que même s'il y a plus des centaines de milliers de tests par jour, il y a encore des gens qui ne se font peut-être pas tester non plus. Merci beaucoup Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, pour votre réaction dans la matinale week-end. On revient dans un instant avec vous, Caroline Pilastre et William Tay. Nous nous pencherons sur le business des tests de dépistage, notamment sur la fonction de testeur Covid qui est en train de devenir un job étudiant. Puis on parlera de la présidentielle, notamment de Marine Le Pen, fragilisée mais offensive face à ceux qui sont tentés de rejoindre le camp d'Éric Zemmour. À tout de suite. Retrouvez le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk dimanche de 10h à 11h. La matinale week-end continue toujours avec Caroline Pilastre et William Tay pour développer les principaux titres de l'actualité. On commence par le premier tour, ce sera dans 70 jours, premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais sa majorité s'active à l'image de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement vante son bilan dans une interview aux Parisiens tout en tirant un boulet rouge sur les autres candidats. Il dénonce une campagne de morts-vivants. Les détails avec vous, Elisa Lukavski, dans un instant. La rude semaine de Marine Le Pen en déplacement à Madrid. La candidate du Rassemblement national ne cache pas son agacement après les défections en faveur d'Éric Zemmour. Elle somme désormais ceux qui veulent la quitter de le faire maintenant. Shaina avait 15 ans, était enceinte quand elle a été brûlée vive le 25 octobre 2019. 2 ans plus tôt, elle avait été violée par des adolescents. Ils comparaîtront demain pour agression sexuelle et violence en réunion devant le tribunal correctionnel de Senlis. Vous entendrez son frère et sa mère. On vous parlait hier du lancement de campagne d'LREM pour Emmanuel Macron, avec tracts et affiches à l'appui, sans mentionner son nom, parce qu'il n'est pas encore candidat. Gabriel Attal monte lui aussi au créneau. C'est ce matin dans les colonnes du Parisien, le porte-parole du gouvernement, particulièrement offensif. Elisa Lukavski, que dit-il exactement ? Eh bien, première critique du porte-parole du gouvernement. Pour lui, les candidats déclarés ont tous une vision négative. Ils ne croient pas assez dans la France et les Français. Ils installent une campagne de morts vivants. Je cite, tout est noir, pessimiste, nostalgique. À les écouter, tout était mieux hier et sera pire demain. Gabriel Attal qui déplore une guerre d'ego et qui tacle tous les candidats. Ça commence par la droite. Il y a un mercato entre les LR, le RN et Zemmour. Les Français sont perdus dans cette sitcom qui se concentre sur les personnalités plutôt
plutôt que sur les idées. La gauche aussi en prend pour son grade. Les partis de gauche sont au bout d'un cycle. Le vrai projet social est du côté d'Emmanuel Macron, dit-il. L'actuel président qui, selon son porte-parole, a fait entrer la France dans le temps des conquêtes. Alors quand va-t-il officialiser sa candidature? Eh bien, Gabriel Attal dit qu'elle interviendra quand plusieurs conditions seront remplies. Quand la situation sanitaire et internationale le permettra, Emmanuel Macron proposera, je l'espère, dit-il, d'aller plus loin pour l'avenir. Une question de timing, donc. Merci beaucoup, Elisa. On pourrait revenir un peu point par point, mais d'abord sur cette définition de ce qu'il voit de la campagne présidentielle actuelle, Caroline Pilas, une campagne de morts-vivants. Oui, on est un peu dans Zombieland, là. On a l'impression que c'est un mauvais Netflix. Mais oui, c'est très bien de faire des constats, mais je veux dire, où est le bilan de la Macronie là-dedans? Donc critiquer les opposants, c'est une chose, mais faire sa propre introspection, je trouve que c'est pas mal en termes de bilan, parce que comme on le disait, M. Macron ne s'est pas encore officialisé candidat, alors qu'on sait très bien qu'il est en pleine campagne en ce moment, et que quand vous voyez leur slogan, c'est quand même M. Macron qui ressort plus que la Macronie, même si on sait très bien que M. Macron a beaucoup de mal à déléguer et qu'à l'arrivée, la Macronie, c'est lui, ça lui a été suffisamment reproché. Mais moi, j'en ai marre, en fait, de toutes ces personnes qui passent leur temps à critiquer ou à se gargariser. Il faudrait trouver des véritables solutions. Alors oui, cette campagne, comme je le disais, est délétère, elle est violente. Je ne sais pas si c'est la société qui s'est radicalisée avec la Covid, la potentielle sortie de la Covid. Il y a un phénomène, de toute manière, qui est bien présent et prégnant, mais moi, je ne vois pas ce que ça apporte, en fait, de la part de M. Attal de dire ce genre de choses, parce que j'aimerais bien qu'il fasse preuve un petit peu, et je parle globalement, de modération, tous autant qu'ils sont, et de raison gardée, parce que c'est ce que veulent les Français. Je pense qu'on a envie de nuances, en fait, pour cette campagne et pour la suite des événements, et de trouver des solutions du quotidien, quand on sait que le pouvoir d'achat, on le rappelle suffisamment dans les médias, est la cause qui importe le plus les Français. Après vient l'environnement, en fonction, évidemment, des sondages. Mais c'est vrai que le pouvoir d'achat est très très loin de toujours, parce que c'est ce qui importe au quotidien. Je suis désolée, quand vous avez du mal à joindre les deux bouts, ça c'est du concret au quotidien. Ce ne sont pas ces petites guéguerres intestines qui n'apportent pas grand-chose selon moi. Caroline Pilastre parle d'un besoin de nuance. Là, franchement, c'est vrai que cette campagne fait tout sauf dans la subtilité, William Tay. Non, et puis ça ne répond pas à la véritable question. On vit une crise sanitaire qui a provoqué des grands bouleversements économiques, géopolitiques et même au niveau de la société. Et la question qui est posée aux candidats à l'élection présidentielle, c'est quelle est votre vision pour la France d'après-crise ou même pour le monde d'après-crise? Parce que la société sera complètement différente. On a vu que l'organisation du modèle du travail est complètement différente à mesure. On a vu apparaître des nouvelles méthodes comme le télétravail et de nouvelles formes d'organisation. On a vu qu'il y avait une question de retour par rapport à la ruralité et par rapport à la France périphérique, et comment on fait pour connecter les territoires entre les métropoles et les territoires plutôt ruraux. Comment on fait ensuite pour faire imaginer, on l'a vu avec la question de l'Ukraine, la question de la place de la France dans le monde et quel est son rôle, notamment avec le retrait américain qui a été symbolisé par l'Afghanistan et par le fait que les Américains nous ont trahis sur la question australienne et par rapport à nos contrats. Donc quelle est notre vision de la société? Des sous-marins. Contrat des sous-marins. Quelle est notre défense de modèle? Quel est le modèle que ces personnes veulent incarner? Et quelle est la vision qu'ils veulent porter par rapport aux citoyens? Et comment on se fait pour se projeter? Notamment le philosophe Marcel Gauchet a écrit dans Comprendre le malheur français qu'on vit une période qui est charnière. C'est parce qu'en fait la France est une puissance moyenne qui a des vocations mondiales. Et comment on fait pour que la France redevienne un phare dans le monde? Et à ce niveau-là, Gabriel Attal a raison, la campagne est plutôt de bas niveau dans la mesure où ça se concentre sur des micro-sujets ou sur des questions de ralliement, comme il appelle sur la question du mercato. Et par rapport au président de la République, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est une stratégie qui a été théorisée par Jacques Pilan et Gérard Collomb, qui étaient les conseillers spéciaux de François Mitterrand en 1988, qui ont théorisé la campagne Génération Mitterrand. Et ce que fait Emmanuel Macron, il fait exactement la même chose dans la mesure où en fait il fait apparaître ce qu'on appelle Jupiter, c'est-à-dire un président sortant qui est au centre du jeu avec des oppositions de bas niveau pour jouer non seulement parce qu'il sait que son bilan n'est pas apprécié par une grande partie des Français dans la mesure où 63-65% des Français considèrent que le bilan est mauvais. Et donc du coup il va jouer sur une seule question, la question de l'incarnation et la question de rempart par rapport aux extrêmes. Et c'est là tout l'objectif du président de la République pour s'assurer une réélection, éviter tous les débats. C'est pour ça que vous avez des polémiques sur la question du drapeau et des polémiques notamment sur la question sanitaire pour éviter tout débat démocratique à la fois sur la vision d'avenir et également sur le bilan du président de la République. Mais c'est vrai que pour l'instant, on en est à l'heure du bilan. C'est ce que fait Gabriel Attal. Ce qu'on attend, c'est un programme, une perspective, une vision d'avenir. Et des solutions, exactement. La vision est très importante sur le long terme, mais les Français attendent des solutions. Et moi, je ne suis pas sûre qu'avec cette tactique de communication qui est pour moi...
assez faibles, assez médiocres, ils arrivent à intéresser les Français qui sont abstentionnistes. Rappelons-le, il y a quand même eu, lors de la dernière campagne présidentielle, 35% de Français qui ne sont pas allés voter. Donc, au lieu d'essayer de les ramener dans les urnes, je ne pense pas qu'en ayant des petites phrases comme ça fasse avancer le débat démocratique. Que propose-t-il pour le moment ? Donc moi, je veux bien qu'on soit dans des éléments de langage permanents, mais ça amène à quoi ? Pragmatiquement, pas grand-chose. Moi, je pense, pour reprendre les mots du président de la République quand il a parlé des questions des non-vaccinés, moi je pense que c'est ça la stratégie. L'objectif, c'est qu'en fait, les abstentionnistes, ils sont certains qu'ils ne voteront pas pour le président de la République. Ils savent qu'avec un débat, pour dire du niveau de 2002 complètement pourri, les gens ne vont pas s'intéresser à la campagne présidentielle et qu'Emmanuel Macron a un socle qui comprend 25% des Français. Et son objectif, c'est d'écarter le maximum des personnes de l'élection présidentielle avec ce bloc à 25% qui lui permet de se faire réélire sans porter une question de bilan et sans porter un débat sur la question de la société et sur sa vision d'avenir. Je pense que c'est clairement ça sa stratégie. Il veut éviter tous les débats en se déclarant le plus tard possible, je pense entre le 1er mars et le 10 mars, pour éviter tous les débats. Il faudrait qu'il se déclare quand même avant le dépôt des candidatures. Avec le dépôt des candidatures. Mais sauf qu'il aura encore plus de contestataires en repassant. Je crois qu'il a jusqu'au 10 ou 18 mars pour pouvoir... Le 4 mars. 4 mars même. Et donc du coup, il peut tenir pendant très longtemps. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la question qui était notamment portée en disant qu'il refuse de venir au débat télévisé. Oui, oui. Vous avez parlé, on a parlé de ces accusations sur l'opposition, notamment la droite, de Gabriel Attal, qui dit qu'il y a un mercato entre LR, le RN et Zemmour. Le match à 3 s'est transformé en triangle des Bermudes. Alors on en vient justement à Marine Le Pen, de retour en France après une semaine compliquée qui s'est achevée hier, où elle était en déplacement à Madrid, en Espagne, pour une réunion de partis souverainistes d'extrême droite. Et la candidate du Rassemblement national voulait travailler sa stature à l'étranger, se démarquer de ses rivaux, sauf qu'elle a dû répondre aux questions sur les défections auxquelles elle doit faire face. Le ton est désormais sans appel. Les précisions de Jules Boiteau. Ce devait être une parenthèse à l'étranger, loin des dissensions au Rassemblement national. Pourtant, face à la presse hier à Madrid, Nicolas Bay, membre du bureau exécutif du parti, ne confirme pas qu'il sera aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au premier tour. Réponse immédiate de l'intéressé. Ceux qui veulent partir partent. On peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français. Et avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Une nouvelle rumeur qui fait écho au départ ces dernières semaines de membres importants du parti, comme Jérôme Rivière ou Gilbert Collard. Marine Le Pen a également appris qu'elle ne recevrait pas le soutien de sa nièce Marion Maréchal, une situation qui n'altère pourtant pas ses intentions de vote dans les sondages. Pour l'instant, Marine Le Pen, au contraire, semble conforter sa base. Il y a quand même des années qu'elle travaille là-dessus. Mais évidemment, si le mouvement se poursuivait, ça pourrait évidemment fissurer davantage le bateau de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, évidemment, ça pourrait être dangereux pour elle. Face à la polémique, plusieurs autres membres du parti ont affiché leur soutien à la candidate, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'elle était accompagnée à Madrid de l'eurodéputé Nicolas Bay, qui, comme Marion Maréchal, botte en touche, mais sauf que leurs noms, tous les deux, sont cités pour éventuellement rejoindre le camp Zemmour. Combien de temps peut-elle tenir à ce rythme-là, Caroline Pilas? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un message subliminal envoyé pour monsieur Nicolas Bay. C'est sûr que la concernant, c'est compliqué. Je comprends qu'elle tape du poing sur la table parce qu'on est à 70 jours du premier tour et ils décident tous maintenant de rejoindre ou de se rallier potentiellement, comme Marion Maréchal, parce que ça n'est pas encore fait. Elle s'est donné un mois. À monsieur Zemmour. Il savait très bien que Marine Le Pen était beaucoup plus modérée sur certains sujets sociétaux. Ces personnes qui rejoignent monsieur Zemmour, idéologiquement, vont dans son sens. Donc, ça n'a rien d'étonnant. Mais il y a un moment donné, il faut quand même être cohérent avec ses opinions, ses convictions. Personne n'est marié à personne, mais c'est normal de faire bloc, qu'il y ait quand même un peu de cohésion autour d'un parti et de celle qui le représente. Elle le dit très bien, si vous voulez partir, vous partez. Je pense que ça l'affecte en premier lieu. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Elle a raison de jouer la carte de la sincérité. De toute manière, que ce soit Marine Le Pen ou un autre candidat, ça serait la même chose. Il ne faut pas jouer la carte de la politique politicienne dans ce cas de figure. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait, ces personnes
personnes qui l'ont soutenu jusqu'à présent. Donc on le disait, de Damien Rieu à Gilbert Collard, à Jérôme Rivière. Voilà, ils vont du côté de Zemmour. Ils auraient pu le faire dès que M. Zemmour a décidé d'officialiser sa candidature. Bon, bah écoutez, les rats quittent le navire. Mais ça ne change rien pour elle, électoralement, puisqu'on voit qu'elle est toujours aussi bien placée dans les sondages. Donc pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, donc ça veut dire que ses électeurs ne lui en tiennent pas rigueur. Et de toute manière, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir conserver des gens autour de soi qui, quoi qu'il en soit, n'ont plus envie de rester. Donc, il y a un moment donné, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent ouvertement, honnêtement et rapidement, bien évidemment. Mais comment prétendre gagner une élection présidentielle quand une partie de son équipe s'en va ? Oh mais c'est fini, elle peut plus gagner. C'est fini, elle peut plus gagner l'élection présidentielle, c'est réglé. Elle peut plus gagner l'élection présidentielle. Vous êtes très catégorique, vous, William, ce matin. Oui, je le dis. Bon, alors nous sommes le 30 janvier, vous l'avez dit, et on s'en souviendra. Non, mais elle peut plus gagner l'élection présidentielle dans la mesure où son élargissement potentiel a été freiné par la question des ralliements. Et je reprends la stratégie de pourquoi est-ce qu'ils font durer autant ces ralliements. Quand on regarde, en fait, ils le savaient depuis longtemps qu'ils voulaient rejoindre Marine Le Pen, notamment Éric Zemmour. Ils le savaient depuis longtemps parce qu'il y avait des questions idéologiques, il y avait des questions aussi de faire battre leur temps pour Marion Maréchal, et notamment sur la question du leadership du Rassemblement national. Alors pourquoi est-ce qu'ils font durer les ralliements ? Quand on regarde l'histoire des ralliements depuis 1965 et combien ça apporte de 2 points, il y a eu 2 ralliements qui ont eu un impact électoraux. C'est en 1974 lorsque Chirac fait l'appel des 43 pour quitter Jacques Chaban-Delmas pour aller vers Valéry Giscard d'Estaing, et puis le ralliement de François Bayrou auprès d'Emmanuel Macron, qui était à l'époque François Bayrou qui était candidat, qui apporte 4 points à Emmanuel Macron. Donc ils savent très bien, en regardant l'histoire, et notamment parce qu'ils doivent être bien entourés, que les ralliements individuels qui font perdurer dans le temps n'apportent aucun point électoraux. Donc le seul objectif, c'est pas de faire gagner des points à Éric Zemmour, c'est de couler Marine Le Pen. Et ils y arrivent très bien dans la mesure où en fait Marine Le Pen n'a pas le temps de développer un programme ou de développer une vision d'avenir, et qu'en fait donc on ne parle que de ça. Et donc en fait on parle que de ça, et donc en fait on met le tempo médiatique sur des mauvaises nouvelles pour Marine Le Pen qui l'empêchent en fait parce qu'elle vient de faire un déplacement à Madrid. On ne parlera que de Nicolas Bay et que de Marion Maréchal, et chaque semaine vous aurez un nouveau feuilleton pour faire battre Marine Le Pen et pour provoquer des ralliements chaque semaine. Et donc du coup l'objectif, c'est pas de faire gagner Éric Zemmour, en fait c'est de faire perdre Marine Le Pen pour préparer la grande recomposition de la droite à l'occasion des élections législatives pour reconstruire le grand corps national. Au-delà de Marine Le Pen, c'est faire couler l'intégralité du Rassemblement national ? Moi, je pense que la tactique d'Éric Zemmour, dans la mesure où ses sondages de second tour ne sont pas très bons contre Emmanuel Macron et qui se sont empirés, qu'ils étaient aux alentours de 45-55 en septembre-octobre dernier et qui sont passés à 65-35, il sait qu'il n'a aucune chance de gagner. L'objectif d'Éric Zemmour à l'heure actuelle, je pense, c'est de couler Valérie Pécresse et de couler Marine Le Pen pour les empêcher d'aller au second tour et surtout de les empêcher de battre Emmanuel Macron. Et donc, du coup, à partir du moment où ces deux personnes ne se qualifient pas au second tour contre Emmanuel Macron ou se qualifient dans des conditions difficiles avec une équipe de plus en plus restreinte ou avec une pression, notamment une pression radicale sur le fait qu'elles doivent porter des discours de plus radicaux, c'est fait pour les faire battre en vue d'un objectif qui est très clair, notamment de la part de Guillaume Pelletier et des différents ralliements comme Marion Maréchal, c'est qu'ils préparent l'avenir en considérant qu'Emmanuel Macron a déjà remporté l'élection, et donc ces personnes-là ne jouent pas l'élection présidentielle 2022 et ne jouent pas la défaite de Macron, mais jouent la victoire d'Emmanuel Macron. C'est un pari et on verra s'il est payant. C'est ça, sauf que Marine Le Pen a quand même d'autres cadres au sein du RN qu'elle peut mettre en avant, qu'elle peut évidemment exposer encore pour les 70 jours restants avant le premier tour. Donc je ne pense pas que la majorité de ces personnes qui rejoignent M. Zemmour soit très intéressant pour elle, à part en termes d'image, bien évidemment. Quand vous avez un Collard qui est une célébrité, oui, là c'est un peu dommageable, mais ça ne change rien dans les sondages pour elle. Donc oui, tactiquement, M. Zemmour est en train d'essayer de faire couler les uns ou les autres, mais à l'arrivée, est-ce que ça va lui être favorable ? Je ne suis pas sûre. En fait, très rapidement. Sur Marine Le Pen, pour expliquer très rapidement, c'est qu'en fait, son objectif son chemin de victoire était très restreint. Il fallait qu'elle atteigne un certain niveau de voix dès le premier tour, parce qu'en raison de la composition, des ralliements des votes de gauche en faveur d'Emmanuel Macron et du fait qu'une partie des LR était divisée, elle devait atteindre un certain niveau de voix. Et l'objectif, c'est d'empêcher Marine Le Pen de progresser au premier tour, pour qu'elle n'ait pas assez de ralliements au second, notamment en question du Front républicain. Et je pense que l'objectif est celui-ci. Parce que si Marine Le Pen fait plus de 45% au second tour contre Emmanuel Macron, c'est elle qui incarne la grande opposante à l'alternative macroniste. On verra comment ça se traduit dans les jours qui viennent. C'était en octobre 2019. Une jeune fille de 15 ans était poignardée et brûlée vive. L'histoire tragique de Shaina, qui avait été victime 2 ans plus tôt d'un viol collectif. Le procès de ses premiers agresseurs s'ouvre demain devant le tribunal correctionnel de Senlis. Sa mère et son frère attendent beaucoup de ce premier procès, comme ils nous l'ont confié. Marie Aubazac.
Chaque jour, depuis la mort de leur fille, les parents de Shaina viennent dans sa chambre pour se recueillir. Elle est toujours avec nous. Elle vit toujours en nous. La descente aux enfers de Shaina débute au mois d'août 2017. Elle vient d'avoir 13 ans. Son petit ami de l'époque et 2 autres adolescents la violent et publient les images de la jeune fille dénudée sur les réseaux sociaux. On a dû changer l'école de Shaina, on a dû lui faire suivre par un psychiatre, on a tout fait, on a essayé de le protéger, on ne laissait pas sortir Shaina, même pour aller dans le jardin. On disait, ma fille, si tu veux sortir, même avec tes copines, on va y aller ensemble. 2 ans plus tard, Shaina a un nouveau petit ami. Un soir, elle sort le rejoindre en secret dans un cabanon abandonné de la cité. C'est là que le jeune homme l'aurait poignardée et brûlée vive. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard. Elle avait 15 ans et était enceinte d'une dizaine de jours. Elle a été victime, si je peux oser dire, d'être femme. Ils ont créé une réputation sur ma sœur en disant que Shaina est une fille facile. Nous, on s'est unis, on l'a montré à tout le monde, à tout le pays, à toute la France, que Shaina, c'est une fille formidable. Elle voulait être libre, elle voulait vivre à la française et on l'a empêchée. Une famille plus que jamais unie aujourd'hui pour faire face aux 3 hommes qui ont violé Shaina en 2017. Un premier procès avant celui de son assassin présumé, dont la date n'est pas encore connue. Et nous suivrons évidemment ce procès sur CNews. D'un mot, Caroline Pilastre, c'est l'un des effets dévastateurs des réseaux sociaux, de ces vidéos publiées où on jette en pâture des jeunes filles. Bien évidemment, ce qu'a vécu cette jeune fille, c'est un calvaire. En fait, son seul tort, c'est d'être née au mauvais endroit, en fait. Elle aurait grandi normalement en étant ailleurs. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, c'est un véritable fléau. C'est le tribunal de l'Inquisition. Vous avez énormément de détraqués qui balancent leur haine, mais en toute impunité. Donc il faut vraiment revoir toute la question des modérateurs, des GAFAM sur ce sujet. Et sans doute que cette jeune fille... Alors, évidemment, je ne peux pas me prononcer sur ce qui aurait pu se passer ou non s'il n'y avait pas eu tout l'enfer que beaucoup vivent en étant accusés, stigmatisés directement sur les réseaux sociaux. Mais oui, les vidéos d'elle, à l'âge de 13 ans, suite à la première affaire avec son petit ami qui l'a violée, puis le second qui n'assume pas, qui dit que de toute manière l'enfant qu'elle porte est un bâtard, qui va la violer avant de l'assassiner. Enfin, c'est une abomination. Donc je pense qu'en dehors de cette histoire évidemment tragique et du drame que vivent toute la famille, il faut véritablement un contrôle bien plus important concernant la haine sur les réseaux sociaux, parce que ça fait des années que tout le monde en parle et qu'on a l'impression que ce phénomène continue à s'amplifier, exactement, sans qu'on arrive à trouver des solutions. Et les mineurs, parce que pour nous, c'est déjà très désagréable. Je pense qu'autour de cette table, on s'est déjà tous fait insulter, voire menacer de mort, évidemment, moi la première. Donc il y a un moment donné, il faut contrôler tout ça, et surtout quand ce sont des jeunes qui sont quand même des esprits en pleine construction, des gens qui sont influençables, et de laisser tout ça perdurer, c'est un vrai drame. On en vient à ce qui pourrait être un job étudiant qui devient à la mode. Testeur Covid. Avec la déferlante Omicron, plus d'1 million de tests sont réalisés chaque jour. Et les jeunes saisissent une opportunité lucrative parce que ça peut rapporter gros sans avoir besoin de qualification médicale. Reportage Valentine Leboeuf, Inès Alicane et Émilien Lacroix. Aurélie est infirmière. En plus de son travail, elle réalise des tests antigéniques depuis 1 mois. Elle a suivi une formation dans une entreprise et possède aujourd'hui le statut d'auto-entrepreneur. J'ai voulu créer une auto-entreprise pour avoir un revenu supplémentaire en plus de mon travail. Aurélie est payée 5 € pour chaque test effectué. Les revenus sont donc très variables mais peuvent rapporter gros. Certains étudiants hors milieu médical travailleraient 7 jours sur 7 pour gagner parfois plus de 5 000 € par mois. Une situation que regrettent les jeunes en formation médicale. Moi, je suis pour que ça reste quand même un truc de santé. Généralement, les gens qui viennent se faire tester ont quand même des questions à nous poser sur comment le test fonctionne. Vous pensez que je dois prendre quoi, comme si je dois prendre de médicaments après? Problème, il n'y a pas assez de place en formation pratique. Certains jeunes commencent alors à tester dans l'illégalité et sans surveillance. Il y a un problème de qualité des tests, il y a un problème véritable avec cette pratique. Donc il faut que ça s'arrête. Nous, on a dénoncé à plusieurs reprises auprès des agences régionales de santé
le fait que ces jeunes soient livrés à eux-mêmes dans des barnums, ce n'est pas possible. Il faut impérativement avoir un professionnel de santé sur place. Ces dernières 24 heures, plus de 330 000 nouveaux cas positifs ont été détectés. Marché porteur pour ces étudiants, inquiétant quand même pour ceux qui se font tester. Oui, mais en même temps, la jeune génération a été une génération sacrifiée, donc c'est quand même pas mal qu'ils aient quand même une bonne nouvelle. C'est un juste retour des choses. Et une opportunité, mais il faut que cette opportunité soit encadrée dans la mesure où les personnes qui doivent se faire tester doivent avoir un bon test. Et donc dans ce cadre-là, le dernier intervenant a plutôt raison. Il faut qu'il y ait un professionnel de santé pour les encadrer dans la mesure où il faut que le test soit réalisé dans de bonnes conditions. Des images impressionnantes, celle d'une tempête de neige terrible qui a balayé le nord-est des États-Unis, paralysant 70 millions d'habitants. Les services météo ont enregistré des rafales jusqu'à 120 km/h avec des températures polaires. Les trottoirs, comme à New York par exemple, ont été recouverts d'au moins 30 cm de neige, et même beaucoup plus au sud, en Floride, d'habitude dans une atmosphère tropicale, et bien des alertes pour le gel ont été lancées. Merci beaucoup Caroline Pilastre, merci à vous William Tay d'être venu dans la matinale week-end qui continue juste après le rappel des titres à 8h. L'invité politique de Jean-Pierre Elkabbach ce matin, il reçoit Michel Barnier, ancien commissaire européen, conseiller Europe et Monde de la candidate LR Valérie Pécresse. À tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.